Marguerite Dubois avait 74 ans lorsqu'elle cessa d'attendre la mort. Non pas la mort physique, son corps fonctionnait encore assez bien pour son âge. Mais la mort émotionnelle, celle qui arrive lentement quand on renonce à ressentir, à désirer, à imaginer que la vie puisse encore nous surprendre. Elle vivait à Sarlat, cette ville médiévale au cœur du Périgord noir, où les touristes venaient photographier l'architecture du XIIIe siècle sans se rendre compte que derrière les vieilles fenêtres vivaient des gens qui ne pouvaient pas tenir sur une carte postale. Sa maison se trouvait rue de la Salamandre, un immeuble de 3 étages en pierre couleur miel, au toit d'ardoise. Elle l'avait acheté en 1985, du vivant de son mari, à l'époque où ses enfants venaient encore lui rendre visite, à une époque où l'avenir semblait prometteur. À présent, en 2023, la maison était trop grande, trop silencieuse, trop encombrée de meubles inutilisés et de souvenirs oubliés. Son mari était décédé depuis 9 ans. Ses enfants étaient dispersés. L'un vivait à Bordeaux avec sa famille et venait la voir 2 fois par an par obligation. L'autre, au Canada, l'appelait à Noël et pour son anniversaire. Quant à ses petits-enfants, elle ne les connaissait guère, ne voyant que leur visage dans de courtes vidéos sur son téléphone portable. Marguerite avait été professeure de littérature française pendant 42 ans. Elle prit sa retraite à 65 ans. S'imaginant enfin avoir le temps de lire tous les classiques qu'elle avait toujours désirés, de voyager, de vivre. Mais la retraite lui révéla une vérité dérangeante. La liberté sans but n'est qu'un vide, même avec un emploi du temps flexible. Elle lisait, mais les livres ne comblèrent pas sa solitude. Elle voyageait, mais rentrer les mains vides après chaque voyage était pire que de ne pas être partie du tout. Elle essaya le bénévolat, des cours de peinture, un club de jardinage. Rien ne la passionna, rien n'avait suffisamment d'importance à ses yeux. À 72 ans, elle décida que c'était tout ce qui lui restait. Une routine confortable, mais sans âme. Se réveiller, prendre un café, lire le journal, flâner au marché, acheter des choses dont elle n'avait pas besoin, juste pour avoir un bref contact humain avec les vendeurs. Rentrer à la maison, préparer un repas pour une personne, regarder la télévision sans y prêter attention, dormir et recommencer. À 73 ans, elle cessa de se demander s'il y avait autre chose. Elle accepta qu'il n'y en avait pas. À 74 ans, elle était si habituée à cette acceptation que lorsque la vie décida de lui prouver le contraire, elle faillit ne pas saisir l'opportunité. Noah Mercier arriva à Sarlat en mars, au moment où les amandiers commençaient à fleurir et où l'air était encore imprégné de la fraîcheur hivernale. Il avait 26 ans, un sac à dos trop grand, une barbe de 3 jours et des yeux bruns qui observaient tout avec un mélange de curiosité et de lassitude. Photographe indépendant, il parcourait la France pour un magazine d'architecture londonien documentant les villes historiques. Il louait une chambre dans une pension du centre, mais passait ses journées à arpenter les ruelles médiévales, appareil photo toujours à la main, capturant des angles que les touristes ne voyaient pas. Leur rencontre fut due à un chat. Marguerite n'avait pas de chat. Elle n'appréciait guère les animaux. Mais un énorme chat roux apparut dans le petit jardin derrière la maison, miaulant sans cesse, visiblement perdu ou abandonné. Elle l'ignora pendant 2 jours. Le 3e jour, il pleuvait des cordes, et le chat était toujours là, trempé, pitoyable. Elle soupira, prit une vieille serviette, sortit et prit l'animal dans ses bras. Celui-ci ne protesta pas, se blottissant simplement contre elle pour se réchauffer. Il séchait son chat dans la cuisine quand la sonnette retentit. Il ouvrit et découvrit un jeune homme, trop grand pour l'encadrement bas et médiéval de la porte, les cheveux mouillés plaqués sur le front, un sourire dédaigneux aux lèvres. Il expliqua qu'il cherchait un chat roux appartenant à la propriétaire de la pension où il logeait. L'animal s'était échappé 3 jours plus tôt. Il l'avait aperçu par la fenêtre avec le chat. Pouvait-il le lui rendre ? Marguerite ramena l'animal, encore enveloppé dans une serviette. Noé la remercia chaleureusement. Le chat s'appelait Rousseau. Il avait 17 ans, et sa maîtresse était désespérée. Il s'apprêtait à partir lorsqu'elle lui proposa un café. Elle n'avait pas prévu de le faire. Les mots lui vinrent spontanément.
à sa propre surprise. Noah hésita, disant qu'il ne voulait pas la déranger. Elle lui répondit que ce n'était pas un problème, que le café était prêt de toute façon. Il entra, secouant la pluie de ses cheveux, son chat toujours dans les bras. Ils s'installèrent dans la cuisine. Elle versa un café fort dans des tasses en porcelaine ancienne. Il fit remarquer que la maison était magnifique et lui demanda depuis combien de temps elle y habitait. Elle le lui dit. Il parla de photographie, de son projet de magazine, de ses voyages en solitaire pour immortaliser des lieux avant qu'ils ne changent trop. Ils discutèrent pendant 1 heure. Lorsqu'il partit, emportant Rousseau encore enveloppé dans la serviette qu'il avait promis de lui rendre propre, Marguerite réalisa qu'elle avait souri davantage à cet instant que depuis des mois. Elle n'y prêta pas plus attention. Mais 2 jours plus tard, Noah revint, lui rendant une serviette propre parfumée à la lavande et la remerciant de nouveau. Elle lui proposa encore un café. Il accepta de nouveau. Ils discutèrent encore. Lorsqu'il mentionna que la connexion Internet à la pension était déplorable et qu'il avait du retard dans son travail, elle lui proposa de travailler là-bas s'il le souhaitait, précisant que sa connexion était bonne et que la maison était spacieuse. Il accepta. Il commença à venir 3 matins par semaine. Il s'installait à la table du salon avec son ordinateur portable et son matériel photo, travaillant tranquillement à retoucher des photos et à écrire des articles. Marguerite continuait sa routine, lire, faire le ménage, préparer le déjeuner. Désormais, elle cuisinait toujours pour 2. Il essaya d'abord de refuser, mais elle insista. Cuisiner pour 2 au lieu d'1 n'était pas difficile, et elle appréciait sa compagnie. Il cessa de protester et commença à l'aider. Il coupait les légumes pendant qu'elle assaisonnait la viande. Il faisait la vaisselle pendant qu'elle la rangeait. Ils trouvèrent un rythme agréable sans avoir besoin de se disputer. Ce qui avait commencé par simple commodité s'était transformé en amitié. Noah lui racontait les endroits qu'il avait photographiés, les gens qu'il avait rencontrés, des anecdotes amusantes de voyages qui avaient mal tourné. Marguerite, elle, parlait de son expérience d'enseignante de littérature auprès d'adolescents désintéressés, de sa première lecture de Proust à 16 ans et de l'ouverture soudaine qu'elle avait ressentie sur le monde, de la façon dont les mots pouvaient bâtir des univers entiers. Il l'écoutait avec une attention qu'elle n'avait pas reçue depuis des années. Il posait des questions qui montraient qu'il réfléchissait vraiment à ce qu'elle disait. En avril, alors que Sarlat s'éveillait pleinement de sa torpeur hivernale et que les marchés regorgeaient de fraises et d'asperges fraîches, Noé annonça qu'il prolongeait son séjour. Initialement prévu pour 3 semaines, il resterait au moins 2 mois de plus, le magazine ayant demandé davantage de contenu. Marguerite ressentit une émotion qu'elle ne sut identifier sur le moment. Puis elle comprit, c'était du soulagement. Elle ne voulait pas qu'il parte. Elle s'était habituée à sa présence. La maison ne lui paraissait plus si vide. Le silence n'était plus si pesant. C'est en mai qu'elle comprit que ses sentiments avaient évolué au-delà de l'amitié. Noah était dans le jardin, photographiant les vieux rosiers qu'elle cultivait depuis des décennies, la lumière dorée du crépuscule conférant à l'ensemble une dimension magique. Elle l'observait depuis la fenêtre de la cuisine. Il se retourna, la vit le regarder, sourit et lui fit un signe de la main. Son cœur s'emballa alors, comme il ne l'avait pas fait depuis si longtemps qu'elle avait oublié cette sensation. C'était de l'attirance, du désir. Pas forcément du désir sexuel, bien qu'il y en eût aussi une part, ce qui la surprit, mais un désir plus profond de proximité, d'importance, d'être vue comme une femme et non comme une simple vieille dame. C'était absurde. Elle avait 74 ans, il en avait 26, 48 ans d'écart, plus du double de son âge. Elle aurait facilement pu être sa grand-mère. Tout sentiment romantique était déplacé, pathétique, vouée à l'humiliation. Elle essayait de refouler ses sentiments, de les ignorer, de les étouffer émotionnellement. En vain. Ils grandissaient. À chaque fois qu'il lui souriait, à chaque fois que leurs mains se frôlaient par hasard en répandant du sel sur la table, à chaque fois qu'il la regardait avec ses yeux qui semblaient la voir vraiment. Juin apporta chaleur et festivité.
Sarlat grouille de touristes, ses rues médiévales se transforment en scènes de spectacles de rue, et les restaurants installent leurs terrasses sur les places. Noé invita Marguerite à dîner, non pas chez lui, mais dans un petit restaurant caché dans une ruelle que les touristes ne pouvaient trouver. Elle hésita, cela ressemblait trop à un rendez-vous. Il expliqua que c'était pour la remercier de son hospitalité durant des mois. Elle accepta. Ils dînèrent à la Belle Étoile sur une terrasse entourée de plantes aromatiques. Ils mangèrent du foie gras et du confit de canard et burent un vin rouge local qui teinta leurs lèvres de violet. Ils parlèrent de tout, de regrets, de rêves inassouvis, des peurs qui les hantaient. La vulnérabilité de leur conversation les surprit tous deux. Lorsqu'ils rentrèrent chez lui, il était déjà minuit passé. Sur le pas de la porte, il la remercia pour la soirée. Il dit que c'était l'une des meilleures qu'il ait jamais passées. Elle acquiesça. Ils restèrent là à se regarder. Le temps s'étira. Il se pencha vers elle. Elle crut qu'il allait l'embrasser. Tout son corps se tendit, partagé entre l'appréhension et la terreur. Mais il se contenta de l'embrasser sur la joue, doucement, chastement. Il lui souhaita bonne nuit et partit. Marguerite resta éveillée toute la nuit. Confuse, agitée, elle ressentait des choses qu'un corps de 74 ans ne devrait plus ressentir. Au matin, elle décida de prendre ses distances. Noah arriva comme d'habitude à 9 heures. Elle lui dit qu'elle avait des engagements en semaine et qu'il ne pouvait pas travailler là-bas. Il parut surpris, mais ne posa pas de questions. Il dit que ce n'était pas grave, qu'il comprenait. Il ne revint pas pendant 5 jours. Ces 5 jours furent les plus pénibles que Marguerite ait vécus depuis des années. La maison était redevenue un tombeau silencieux. La nourriture était insipide. Les livres ne l'intéressaient pas. Elle comprit avec une terrible lucidité qu'elle était amoureuse. Complètement, impossible, d'un garçon assez jeune pour être son petit-fils. Et pire encore, elle soupçonnait qu'il ressentait quelque chose lui aussi. De petits signes qu'elle avait tenté d'ignorer, la façon dont il la regardait parfois, les prétextes qu'il trouvait pour lui toucher la main, la façon dont il s'attardait à lui dire au revoir. Le 6e jour, il se présenta à l'improviste. C'était un samedi soir, à 21 heures. Elle était en pyjama, absorbée par sa lecture. Surprise, elle ouvrit la porte. Il se tenait là, une bouteille de vin à la main, l'air déterminé. Il dit qu'il devait parler. Elle le fit entrer. Ils s'installèrent au salon. Il ouvrit une bouteille, se versa 2 verres et but la moitié du sien d'un trait, comme s'il avait besoin de courage. Il a dit qu'il partait. Le projet était terminé. Le magazine voulait qu'il se rende dans la ville suivante. Il était censé partir dans 3 jours, mais il ne pouvait pas partir sans dire la vérité. Il avait passé des mois là-bas, les meilleurs mois dont il se souvienne, grâce à elle. Ce n'était pas une question d'hospitalité, d'Internet gratuit ou de bons petits plats, même s'il avait apprécié tout cela. C'était elle, sa façon de voir le monde, son intelligence, son élégance, sa gentillesse, la façon dont elle le faisait se sentir compris. Il savait que c'était mal, que la différence d'âge rendait tout impossible, mais il ressentait ce qu'il ressentait. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ressente la même chose. Il avait juste besoin qu'elle le sache avant son départ. Marguerite resta silencieuse un temps qui lui parut une éternité. Puis elle finit par dire la vérité, qu'elle le ressentait, qu'elle avait essayé de ne rien ressentir, mais en vain, qu'elle n'aurait jamais imaginé, à 74 ans, éprouver à nouveau de telles choses, que c'était à la fois terrifiant, merveilleux et impossible. Noah lui demanda pourquoi impossible. Elle le regarda, incrédule. Pourquoi? Parce qu'elle avait 74 ans et lui 26. Parce que le monde les jugerait cruellement. Parce qu'il n'y avait pas d'avenir, qu'elle mourrait des décennies avant lui. Parce que c'était absurde. Il a dit qu'il ne trouvait pas ça ridicule. Il trouvait ça courageux. 2 adultes découvrant une connexion rare. L'âge n'était qu'un chiffre. Ce qui comptait, c'était leurs sentiments. Marguerite a dit qu'il était jeune, naïf et qu'il ne comprenait pas le prix d'une telle relation. Il a répondu que peut-être était-il jeune, mais qu'il savait ce qu'il voulait,
qu'il avait eu des relations avec des personnes de son âge et qu'il n'avait jamais ressenti ce qu'il ressentait pour elle, qu'une connexion aussi authentique était trop précieuse pour être gâchée par les conventions sociales. Elle lui dit qu'il le regretterait, que ses amis le jugeraient, que sa famille serait horrifiée, qu'elle était vieille, que son corps n'était plus ce qu'il était, qu'elle aurait des problèmes de santé, qu'elle aurait besoin de soins. Il dit comprendre tout cela. Il lui demanda si elle se sentait assez forte pour essayer malgré les obstacles. Marguerite regarda le jeune homme sincère, assis à côté d'elle, qui lui demandait la permission de l'aimer. Elle repensa à ses années de solitude, à l'époque où elle pensait que sa vie était finie. Elle repensa au mois passé avec lui, à la façon dont elle avait retrouvé l'espoir, à la façon dont son vieux corps avait redécouvert la capacité de désirer le contact, d'anticiper la présence de quelqu'un, de ressentir des papillons dans le ventre. Elle a dit oui, oui, elle le sentait, oui, elle voulait essayer. Elle ne savait pas comment cela se passerait. Elle avait peur de le blesser, d'être blessée, mais elle voulait essayer. Il lui a pris la main. Il ne l'a pas embrassée. Pas encore. Il lui a simplement tenu la main et a souri. Il a dit qu'ils trouveraient une solution ensemble. Il n'est pas parti au bout de 3 jours. Il a appelé le magazine, a demandé un délai supplémentaire, a accepté un projet dans une ville voisine qui lui permettait de résider à Sarlat. Il a officiellement emménagé dans une chambre en pension, mais passé le plus clair de son temps chez Marguerite. Leur relation s'est développée lentement. Le premier baiser est arrivé 2 semaines plus tard. Timide, hésitant. Elle craignait que son corps, vieillissant, ne le repousse le moment venu. Il lui a prouvé que cette crainte était infondée. Il l'a traitée avec un désir et un respect qui lui ont fait se sentir belle pour la première fois depuis des décennies. Au début, ils gardaient leur relation secrète. Personne n'avait besoin de le savoir. Mais Sarlat était une petite ville. On commença à remarquer que le jeune photographe passait trop de temps avec Madame Dubois. Les commérages commencèrent à circuler. D'abord bienveillants, curieux, puis moins bienveillants. Une voisine interpella Marguerite au marché. Elle lui dit que ce qu'elle faisait était honteux. Une femme de son âge courant après un jeune homme. Elle se ridiculisait. Noé devrait être avec quelqu'un de son âge, et non pas gâcher sa jeunesse avec une vieille dame. Les mots blessèrent Marguerite plus qu'elle ne l'avait imaginé. Elle rentra chez elle en pleurant. Noah la trouva ainsi. Lorsqu'il apprit ce qui s'était passé, il entra dans une colère noire. Il affirma que la voisine ne savait rien d'eux, que son avis n'avait aucune importance. Marguerite rétorqua qu'elle n'était pas qu'une simple voisine, contrairement à ce que tout le monde pensait, et qu'elle était égoïste de le garder. Noah répliqua que la décision lui appartenait, et non à elle, qu'il l'aimait. C'était la première fois qu'il prononçait ce mot, amour. Marguerite pleura encore plus fort. La fille l'a découvert en août. Il est venu à l'improviste. Il a trouvé Noah chez elle, visiblement trop à l'aise pour être un simple ami. Il a exigé des explications. Marguerite a dit la vérité. La fille était sous le choc. Elle disait ne pas pouvoir y croire, que sa mère avait perdu la raison. Le garçon avait le même âge que son fils. C'était obscène. Marguerite a essayé de s'expliquer, mais sa fille n'a rien voulu entendre. Il est parti en disant qu'il avait besoin de temps, qu'il n'arrivait pas à digérer la nouvelle. Noah prit Marguerite dans ses bras, tandis qu'elle pleurait après le départ de sa fille. Il lui dit qu'il comprenait si elle voulait en finir, qu'il ne la forcerait pas à choisir entre lui et sa famille. Marguerite comprit qu'elle avait déjà fait son choix. Des mois passés avec Noah lui avaient redonné goût à la vie. Elle n'allait pas y renoncer pour l'approbation de gens qui ne lui avaient jamais prêté attention auparavant. Elle affirma qu'elle ne romprait pas, qu'elle l'avait choisi lui, qu'elle avait choisi le bonheur. Les mois suivants mirent sa détermination à rude épreuve. Son fils l'appela, furieux. Il proféra des paroles cruelles, la traitant de vieille femme désespérée et de Noé d'opportuniste avide d'argent. Marguerite prit la défense de Noé. La dispute se termina par un coup de raccrochage. Ils ne se parlèrent plus pendant des semaines. Les voisins cessèrent de la saluer. Au marché, les conversations s'interrompaient dès qu'elle s'approchait.
Le boulanger chez qui elle achetait son pain depuis 15 ans la traita froidement. Noah était lui aussi jugé. Ses amis parisiens, l'apprenant, se moquaient cruellement de lui. Ils le traitaient de vieux coureur de jupons. Ils insinuaient qu'il avait des problèmes psychologiques. Il cessa de répondre aux messages. L'isolement était difficile pour tous les deux, mais ils savaient l'un l'autre, et étrangement l'isolement les rapprocha. Ils étaient seuls contre le monde. En octobre, Noah lui proposa de s'installer définitivement chez elle. Il expliqua qu'il était inutile de verser une pension alimentaire puisqu'il était toujours là. Marguerite hésita. C'était une décision importante. Cela rendrait leur relation encore plus concrète et durable. Mais elle accepta. Il apporta ses quelques affaires. Il aménagea un petit bureau dans une chambre libre. Il installa son matériel photo un peu partout. Une maison restée déserte pendant des années reprit vie. Une routine s'était installée. Noah travaillait. Marguerite lisait ou s'occupait de la maison. Ils cuisinaient ensemble, mangeaient ensemble, regardaient de vieux films français qu'elle adorait et qu'il avait appris à apprécier. Il lui avait appris à utiliser les réseaux sociaux. Elle lui avait fait découvrir la littérature classique. Leur différence était évidente. Il était désorganisé, elle était méticuleuse. Il se levait tard, elle se levait tôt. Il mangeait de tout, elle avait des goûts précis. Mais ces différences n'avaient aucune importance. Ils étaient connectés sur le plan essentiel. L'hiver était arrivé. Sarlat s'était vidé de ses touristes. Le froid incitait les gens à rester chez eux. Marguerite et Noah vivaient dans une bulle, heureux malgré tout. Mais la réalité ne pouvait être ignorée éternellement. En décembre, Marguerite a glissé dans la salle de bain. Ce n'était pas une chute grave, mais elle les a tous deux effrayés. Un rappel de sa fragilité, de la différence d'âge qu'il pouvait feindre d'ignorer, mais qui était toujours présente. Noah est devenu plus attentionné par la suite. Il vérifiait si elle avait pris ses médicaments. Il insistait pour qu'elle utilise la rampe dans l'escalier. Elle appréciait, mais cela l'agaçait aussi. Elle n'était pas handicapée. Elle n'était pas sa grand-mère dépendante. Cette discussion révéla une tension qu'ils évitaient tous deux, une tension liée à l'avenir. Marguerite avait 75 ans. Noah en avait 27. Statistiquement, elle pouvait vivre encore 10 ou 15 ans, si elle avait de la chance. Lui, il aurait alors la quarantaine, encore jeune, veuf d'une relation que beaucoup jugeaient étrange. Elle tenta d'aborder le sujet, de le préparer à la vie après elle. Noah refusa d'en parler. Il disait que c'était trop tôt, qu'elle allait bien, qu'il ne voulait pas parler de la mort comme si elle était imminente. Mais à l'échelle de la vie, c'était inévitable. Et faire comme si de rien n'était n'y changeait rien. La tension persistait, faible, mais bien présente, jusqu'en janvier où tout a basculé. Son fils, celui qui ne lui avait pas adressé la parole depuis des mois, est arrivé à l'improviste. Il a demandé à lui parler. Noah lui a proposé de les laisser seuls, mais Marguerite lui a demandé de rester. Son fils s'est assis, visiblement mal à l'aise. Il a dit avoir beaucoup réfléchi, qu'il trouvait toujours cette relation étrange, difficile à comprendre, mais qu'il voyait bien que sa mère était plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années, que peut-être son bonheur importait plus que son propre confort face à la situation. Il n'était pas prêt à accueillir Noah comme un membre de la famille. Mais il était disposé à essayer de l'accepter. Plus de disputes. Marguerite pleura, c'était un début. Petit, mais important. Noah remercia son fils de lui avoir donné une chance. La réconciliation ne fut ni immédiate ni totale, mais c'était un progrès. Il a fallu plus de temps à sa fille. Il n'est venu lui rendre visite qu'en avril, 1 an après avoir appris la nouvelle. Elle n'était pas prête à l'accepter pleinement non plus, mais elle était disposée à faire un effort pour sa mère. Elle a rencontré Noah pour de bon. Ils ont discuté. Elle a vu comment il prenait soin de Marguerite, comment il la regardait, comment ils étaient ensemble. Elle n'a pas dit qu'elle approuvait, mais il a dit qu'il voyait bien que c'était réel, que ce n'était pas ce qu'elle imaginait. L'été marqua leur 2e anniversaire. Noah organisa un voyage. Il emmena Marguerite à Paris, une ville qu'elle n'avait pas visitée depuis 15 ans. Ils séjournèrent dans un hôtel de charme du Marais,
flânèrent, main dans la main dans les rues qu'elle connaissait de sa jeunesse. Ils dînèrent dans des restaurants chics. Ils allèrent à l'opéra. Il lui fit se sentir à nouveau jeune. Non pas en prétendant qu'elle l'était, mais parce qu'il l'aimait telle qu'elle était. Le dernier jour de son séjour à Paris, il lui offrit un cadeau, une photographie prise à son insu. Assise dans le jardin de sa maison à Sarlat, baignée par la douce lumière dorée de l'après-midi, elle souriait à quelque chose hors champ. Elle était magnifique. Non pas malgré son âge, mais d'une beauté qui l'exaltait. Toutes les rides, toutes les marques du temps immortalisées avec un amour qui les sublimait. En dessous, il avait écrit « Marguerite a 75 ans, plus belle que jamais ». Elle pleurait. Elle disait qu'il lui avait offert un cadeau dont elle ignorait même avoir besoin. Pendant des années, elle n'avait vu qu'un corps vieillissant, une personne qui n'avait plus d'importance. Il lui avait appris à voir les choses autrement, à voir la vie qui lui restait, l'amour qu'elle pouvait encore ressentir et recevoir, la beauté qui transcendait la jeunesse. Noah disait que c'était elle qui lui avait fait ce cadeau. Elle lui avait appris que le véritable amour n'avait pas d'âge, que les liens authentiques étaient une affaire d'âme, non de corps, que le courage se manifestait de bien des façons, notamment en s'autorisant à être heureux quand le monde disait le contraire. Ils revinrent à Sarlat transformés, plus sûrs d'eux, plus ouverts. Ils ne se cachaient plus autant. Ils se promenaient main dans la main dans le centre-ville. Ils mangeaient au restaurant en public. Certains les dévisageaient encore. D'autres les jugeaient encore. Mais d'autres s'y étaient habitués. Ils faisaient désormais partie intégrante de la communauté. Un couple atypique, mais visiblement amoureux. Marguerite comprit que l'espoir que Noé lui apportait ne consistait pas à la rajeunir. Il s'agissait de lui apprendre que la vie ne s'arrêtait pas avec l'âge, que l'amour était possible à tout âge, qu'elle méritait le bonheur à 75 ans, autant qu'à 25, que les années ne rendaient pas une personne moins digne d'être aimée, touchée, vue, appréciée. Elle avait 75 ans et était amoureuse. Elle vivait comme elle pensait ne plus jamais vivre. Noah, à 27 ans, l'avait choisie plutôt que l'approbation sociale, plutôt que la facilité d'une relation conventionnelle, plutôt que toutes les raisons pratiques de ne pas la choisir. Cet amour était bien présent, non pas malgré leur âge, mais d'une certaine manière grâce à lui. Parce qu'ils savaient tous deux que le temps était compté, que chaque instant comptait, que gaspiller l'amour par peur était une tragédie plus grande encore que n'importe quel jugement extérieur. L'espoir qu'elle trouvait dans sa jeunesse n'était pas une fuite face à la réalité du vieillissement. C'était la redécouverte d'une vérité que l'âge avait obscurcie, que les êtres humains sont faits pour la connexion, que l'amour ne s'éteint jamais, qu'il n'est jamais trop tard pour vivre pleinement. Marguerite avait passé des années à attendre que cela se termine. Noah lui a appris à recommencer.